Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Yann Brossa, directeur de campagne de Fabien Roussel et maire adjoint de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. Oui, bonjour Yann Brossa. Bonjour. Les prix de l'énergie, le sommet de Versailles, que faire avec l'OTAN, la campagne de Fabien Roussel, la gauche désorientée, la Corse, la retraite à 65 ans, autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Commençons par le gaz, le pétrole, la défense. Les 27 Européens se retrouvent donc tout à l'heure à Versailles pour essayer de s'entendre sur la riposte à Vladimir Poutine. Si vous étiez en responsabilité, quelle réponse chercheriez-vous à apporter ? D'abord, je pense que sur un sujet comme celui-là, il ne faut pas faire de politique politicienne. Et je pense que les efforts de la France, qui sont des efforts qui visent à isoler Vladimir Poutine, qui visent à faire pression sur lui pour obtenir un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes d'Ukraine, je pense que ces efforts sont bienvenus et qu'il n'y a pas d'autre chemin que ce chemin-là, qui est le chemin de la voie diplomatique, des sanctions, y compris des sanctions économiques. Ça va jusqu'où, justement ? C'est ça l'une des questions, quoi, non ? En tout cas, il faut continuer à faire pression, parce que ce qui se passe effectivement en Ukraine est une abomination. Vladimir Poutine a du sang sur les mains. On l'a encore vu hier avec la maternité de Mariupol qui a été bombardée. Donc, on a besoin d'être unis face à Poutine. On a besoin d'exercer la pression maximale pour qu'il cesse cette offensive criminelle. Et je pense que tous les efforts qui vont en ce sens sont tout à fait nécessaires. Oui, l'Ukraine frappe à la porte toujours de l'adhésion à l'Union européenne, comme d'autres pays, la Moldavie. Quelle attitude faut-il avoir ? C'est une vraie question. Je vous dis ce que je pense sur le fond de manière générale, sur les élargissements de l'Union européenne. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il faille éternellement élargir les frontières de l'Union européenne. Je ne suis pas persuadé que l'Union européenne ait énormément gagné à s'élargir ces dernières années. Parce qu'on s'unit avec des pays qui ont, y compris des niveaux de vie qui ne sont pas les nôtres, des SMIC qui ne sont pas les nôtres. Je vois que la Moldavie frappe à la porte de l'Union européenne. Le SMIC en Moldavie, c'est 46 € par mois. Et donc, si on s'unit avec d'autres pays, pourquoi pas ? Mais il faut le faire avec la perspective d'une harmonisation sociale par le haut. Parce que si on s'unit avec des gens qui ont un niveau social qui n'a rien à voir avec le nôtre, à la fin, tout le monde s'abaisse. Et aujourd'hui, on a une Union européenne qui est plutôt une union de l'harmonisation par le bas et de la concurrence qui nous tire vers le bas. Donc si on le fait, la question est de savoir comment on s'élève tous par le haut plutôt qu'être aspiré par les bas salaires en permanence. Donc vous dites il y a urgence je dis qu'il faut avancer avec prudence. Néanmoins, il faut évidemment être aux côtés du peuple ukrainien. Et l'urgence aujourd'hui, c'est le retrait des troupes d'Ukraine et d'être des troupes russes d'Ukraine et d'être absolument intransigeant vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus du côté de Fabien Roussel. Et sur un plan militaire, où en êtes-vous ? Parce que vous plaidiez avant l'invasion russe avec Fabien Roussel sur un non-alignement français pour l'OTAN. Aujourd'hui, quelle est votre position ? Si la question est de savoir si Fabien Roussel est élu président de la République demain, si la première décision qu'il prend, c'est de sortir de l'OTAN, la réponse est non. Et l'urgence aujourd'hui, ça n'est pas la sortie de l'OTAN. L'urgence aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on ait la paix. Et pour qu'on ait la paix, que les Russes quittent l'Ukraine. Et donc, je le dis, en politique, on s'adapte aux situations auxquelles on est confronté. Et donc, je vous le dis, la priorité, ça n'est pas ce sujet-là. Avec les Américains, bien sûr. Oui, mais ça ne vous gêne plus. Pas uniquement les Américains. Parce que l'une des questions qui se pose, par exemple, c'est la position de la Chine. On aurait besoin que la Chine ne soit pas du côté des Russes. On a besoin, y compris, de dialoguer avec les Chinois pour faire en sorte qu'ils rappellent aux Russes qu'on n'a pas à violer les frontières internationales. Donc, travailler avec tout le monde pour isoler internationalement la Russie et faire en sorte que Vladimir Poutine se retrouve tout seul. Jean-Luc Mélenchon joue beaucoup plus la carte pacifiste que vous, non ? Mais pacifiste, je le suis, au sens où l'objectif, c'est la paix. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que nous ne cherchons pas à utiliser cette situation, qui est une situation dramatique, qui est une situation tragique, à l'intérieur de l'Europe, pour faire de la politique politicienne. Ça, je l'assume. Tiens, à propos de Jean-Luc Mélenchon, la campagne et l'accès au second tour, on s'aperçoit qu'en cumulant finalement vos chiffres dans les intentions de vote, qui sont plutôt bons, là, 4-5%, de 3 à 5%, ceux aussi de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon pourrait être au second tour. Est-ce que vous ne vous sentez pas une responsabilité ? On ne peut pas tout additionner. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui,
et je m'en réjouis, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon progressent tous les deux. C'est-à-dire que leur progression ne se fait pas l'une au détriment de l'autre. Ils progressent ensemble, et tant mieux. Et vous savez, ceux qui votent pour Fabien Roussel, ils veulent pas voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, l'une des raisons, Pourquoi vos idées, vous n'êtes pas compatibles finalement ? Mais regardez, une question essentielle, la question de l'énergie, la question du nucléaire, c'est pas une petite question. Sur un sujet comme celui-là, nous ne sommes pas d'accord. Jean-Luc Mélenchon, il dit il faut renoncer au nucléaire. Nous disons il faut au contraire renforcer notre filière nucléaire. Ça, c'est du fond, c'est concret. D'ailleurs, ça concerne le portefeuille des Français. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont voulu renoncer au nucléaire. Et aujourd'hui, on a une ministre écologiste allemande qui dit vous comprenez, on ne peut pas trop taper sur les Russes, parce que si on tape sur les Russes, on n'aura plus de charbon qui vient d'Allemagne. Et c'est une ministre écolo qui dit ça. Est-ce qu'on veut ce chemin-là pour la France ? Si on renonce au nucléaire, on renonce à notre souveraineté énergétique. Donc vous avez des différences avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, on a des différences. Vous l'avez un peu accusé d'instrumentaliser le conflit. Non, c'est pas ce que c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai compris. Ce que je dis, c'est que nous, on peut remettre la bande, vous allez voir. Nous ne cherchons pas en permanence la différenciation. Et sur des sujets comme cela, je pense qu'on ne gagne pas à jouer la différenciation. Mais pour revenir à Jean-Luc Mélenchon et à Fabien Roussel, il y a des divergences de fond. Je viens de vous citer la question du nucléaire. Il y a aussi des divergences de style, je l'assume. Ils sont pas pareils. Fabien Roussel, vous voyez comment il est, et les Français commencent à le connaître. Mais je pense qu'une élection présidentielle, c'est un programme. C'est aussi un candidat, parce qu'on a besoin que la présidence de la République, c'est une personne. Et on vote aussi pour une personne, en plus de voter pour un programme. Et je pense qu'on a besoin de gens comme Fabien Roussel, bienveillants, ouverts, pas sectaires. Je pense que ça fait aussi du bien à la vie politique. Jean-Luc Mélenchon, lui, il est trop sectaire. Non, je vous parle de Fabien Roussel. Oui, et vous ne me ferez pas... Non, mais en plus, vu la situation de la gauche, ce serait suicidaire de se taper les uns sur les autres. Donc je dis du bien de mon candiat, je ne suis pas obligé de dire du mal des autres. Trop sectaire, en fait, de l'autre côté. Je vous dis que Fabien Roussel, il n'est pas sectaire, il est ouvert. Vous l'interprétez comme vous voulez. Je reviens sur l'ensemble des conséquences aussi de la guerre en Ukraine, quand même 2 minutes. Alors, il y a la flambée de l'essence. Alors, ce n'est pas lié qu'à ça, c'est aussi la reprise après le Covid, mais tout de même, le prix en fait de l'essence du litre est à plus de 2 €, 2,20 € par endroit. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Baisser les taxes. Parce que la situation absurde dans laquelle on est, c'est qu'aujourd'hui, plus le niveau de l'essence est cher, plus l'État s'en met plein les poches. C'est quand même dégueulasse. Et on se retrouve dans une situation, par ailleurs, où Total s'apprête à verser en 2022 7 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. En 2021, c'était 6 milliards d'euros. En 2022, c'est 7 milliards qui seront versés en 4 fois. Et d'ailleurs, au 1er avril, dans moins d'un mois, Total s'apprête à verser 1,7 milliard dans l'escarcelle de ses actionnaires. Qui peut accepter qu'une boîte comme celle-là, qui fait d'ailleurs beaucoup de business en Russie, qui peut accepter qu'une boîte comme Total verse autant d'argent à ses actionnaires, alors même que les automobilistes sont aujourd'hui asphyxiés par le prix de l'essence. Donc nous faisons une proposition extrêmement simple, 0 dividende pour Total en 2022. Si Fabien Roussel est président de la République, 0 dividende pour les actionnaires de Total en 2022. On les taxe à 100% et on reverse cet argent aux consommateurs français pour alléger le niveau du prix à la pompe. Et Yann Brossat, dans l'immédiat, donc vous demandez à ce que le gouvernement baisse les taxes, la TVA sur l'essence. Est-ce que toutes les forces de gauche, là, vous ne pourriez pas vous retrouver pour lancer cet appel ? J'aimerais bien, mais je vois qu'il y a un certain nombre de personnalités de gauche qui disent au contraire qu'il faut augmenter le prix de l'essence. Sandrine Rousseau l'a dit, c'est un fait. Oui, mais moi, quand j'entends ça, les bras m'en tombent. Les gens n'en peuvent plus, les classes populaires n'en peuvent plus, les gens qui ont besoin d'utiliser leur bagnole pour aller travailler n'en peuvent plus. Et un certain nombre de gens de gauche disent qu'il faut augmenter le prix de l'essence. D'ailleurs, ils le disent et ce sont les capitalistes qui l'ont fait, qui ont réalisé leurs rêves, qui ont exaucé leurs rêves d'une certaine manière. Nous, ce que nous disons avec Fabien Roussel, c'est qu'on a au contraire besoin d'une gauche populaire, d'une gauche qui parle à tous ces gens qui ont besoin de leur bagnole pour aller travailler et qui aujourd'hui voient leur pouvoir d'achat asphyxié par le prix de l'essence. Donc nous disons bien sûr, il faut baisser le prix de l'essence parce que sinon les gens n'arriveront pas à s'en sortir. Oui. Autre question sur l'économie, Emmanuel Macron souhaiterait repousser l'âge de la retraite à 65 ans. C'est confirmé ce matin. Qu'est-ce que vous lui répondez ? J'ai vu, y compris qu'un journal économique, Les Échos, présentait ça comme une exclue. J'ai envie de dire que l'exclue, ça aurait été que Emmanuel Macron annonce une bonne nouvelle. Ça nous changerait. La réalité, c'est qu'une fois de plus, il veut dégrader les conditions de vie des salariés de notre pays. Vous savez, l'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier en France, c'est 55 ans.
Et on est en train de lui dire, tu vas devoir travailler jusqu'à 65 ans pour avoir une retraite complète. On vit quand même plus longtemps qu'auparavant, qu'il y a 30 ans, quoi. C'est vrai qu'on vit plus longtemps. Pourquoi est-ce qu'on vit plus longtemps? Parce qu'on a abaissé l'âge de départ à la retraite. Et notamment parce que grâce à la gauche en 80, les progrès de la médecine, oui, quoi, mais bien sûr aussi parce qu'on a abaissé l'âge de départ à la retraite à 60 ans grâce à un gouvernement de gauche en 81. Mais par ailleurs, dans le même temps, le nombre de richesses produites par chaque salarié, ce qu'on appelle la productivité, a augmenté aussi de manière considérable. Et donc la question, c'est est-ce que ces gains de productivité-là ne doivent pas aussi profiter au monde du travail? Et nous proposons avec Fabien Roussel le retour de la retraite à 60 ans pour permettre à des gens qui ont travaillé pendant de très nombreuses années de profiter un peu de leur retraite. Un ouvrier, il doit avoir le droit de profiter de sa retraite. Et donc nous disons aussi en fonction aussi des situations, des professions. Si les gens ont envie de travailler au-delà de 60 ans, ils doivent avoir la possibilité de le faire. Simplement, si on est fatigué par son travail, parce qu'on a exercé un métier difficile, parce qu'on a exercé un métier pénible, et qu'on veut pouvoir partir à 60 ans, on doit avoir le droit de le faire aussi. Et surtout, on doit avoir le droit de le faire avec une pension convenable. Et nous disons qu'il ne doit pas y avoir de pension de retraite en dessous de 1 200 euros. Donc comment vous qualifiez cette proposition d'Emmanuel Macron ? Je dirais que c'est une fois de plus une proposition antisociale et une proposition qui est cruelle pour les gens qui exercent des métiers pénibles. Et je pense qu'on a au contraire besoin d'autre chose. Vous savez, le slogan de Fabien Roussel, c'est la France des jours heureux. C'est l'idée qu'au fond, depuis 10 ans, depuis 20 ans, mais justement, depuis 10 ans, 20 ans, on n'a eu que des réformes qui ont pourri la vie des gens modestes. Est-ce qu'on n'est pas capable de mettre en place des réformes qui améliorent la vie des gens? Vous savez, moi, quand je me suis engagé en politique, c'était pas pour pourrir la vie des gens, c'était pour faire en sorte que ceux qui ont peu et un peu plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est ce que nous voulons faire avec Fabien Roussel. Oui. Un mot aussi, qu'est-ce que suscite la nuit de violence en Corse, chez vous? Beaucoup d'inquiétudes. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé avec Yvan Colonna, quel que soit ce qu'on pense de l'acte commis à l'époque par Yvan Colonna, tout ça n'est pas acceptable. Et le rôle de la République, c'est de protéger l'intégrité physique de tout le monde, y compris des détenus. Et donc, je comprends cette colère-là. Et je pense que l'État doit mettre tous ses efforts à apaiser la situation en Corse. Et l'apaisement, ça suppose la vérité. Et qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Comment ça se fait que dans une prison française, pendant 8 minutes, Yvan Colonna se fait étrangler dans une prison, qui est quand même un lieu qui dépend de l'État. Vous redoutez de nouvelles violences? Il y a une manifestation dimanche à Bastia. Bien sûr que je les redoute. Et je pense que la clé, c'est la vérité et la transparence sur ce qui s'est passé. On la doit aux Français et on la doit aux Corses en particulier. Oui, un dernier mot, Yann Brossard, puisque vous êtes aussi adjoint à la mairie de Paris. Sur l'accueil de réfugiés, qu'est-ce que vous mettez en place ? On met en place tout ce qu'il faut pour accueillir. Nous avons ouvert des lieux, y compris chez moi, dans le 18e arrondissement, à la porte de la Chapelle. On doit évidemment être au rendez-vous de la solidarité avec ces Ukrainiens qui fuient leur pays. Il y a un risque qu'il y ait d'autres réfugiés qui ne viennent pas forcément d'Ukraine. Vous avez vu ça? Ça a été signalé. En tout cas, il faut accueillir et il faut mettre en place les efforts nécessaires pour accueillir. Ce serait bien aussi que l'État saisisse plus vigoureusement les biens des oligarques russes, il y en a y compris à Paris, et ce serait bien qu'on puisse y loger des réfugiés ukrainiens, ça ne serait que justice. Ouais. Un mot quand même, comment se passe la cohabitation avec votre adversaire du moment, qui est aussi votre partenaire? Je veux parler d'Anne Hidalgo, qui est maire de Paris. D'abord, ce n'est pas une adversaire, c'est une concurrente. C'est une concurrente. Dans le cadre de la campagne présidentielle, nous n'avons pas d'adversaire à gauche. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un adversaire non plus. C'est un concurrent. Un concurrent. En tout cas, pour ce qui concerne Anne Hidalgo, les choses se passent bien et moi je sais faire la part des choses. On est évidemment en compétition à l'élection présidentielle. Et vous êtes devant en fait, pour l'instant dans les intentions de vote, 2 points de plus. Ça n'était pas l'objectif, mais de fait c'est le cas. Et en tout cas, moi je souhaite qu'à Paris on continue à travailler correctement. Et je vous rassure, c'est le cas parce que les Parisiens n'ont pas vocation à être pris en otage dans des combats nationaux. La gauche socialiste qui délaisse et qui critique Anne Hidalgo, quel regard vous portez sur elle? Les socialistes qui la critiquent. Vous savez, moi je trouve que c'est toujours un peu sévère et je ne suis pas persuadé qu'un autre candidat socialiste ferait un autre résultat. Mais enfin, moi je fais la campagne de Fabien Roussel et ça m'occupe suffisamment. Mais vous avez un conseil à lui donner à Anne Hidalgo quand même ou pas? Parce que vous la côtoyez. Non, je me garderais bien de le faire et ce serait prétentieux. En tout cas, les communistes sont avec Fabien Roussel et je suis très heureux que nous ayons été d'ailleurs rejoints par d'autres personnalités. Hier, l'ancienne ministre Marie-Noëlle Lienemann, le député européen Emmanuel Morel. Donc nous nous rassemblons et nous sommes très très heureux de voir ce rassemblement
Rassemblement grandir de jour en jour. Merci Yann Brossat, directeur de campagne de Fabien Roussel. Et on évoquait Anne Hidalgo. Elle sera l'invitée du petit déjeuner présidentiel justement demain matin.